Des tests salivaires dans les écoles, Grenoble fait partie des villes tests pour ce nouveau dispositif avec pour objectif d'indiquer la pandémie grâce au dépistage massif. Ce vendredi, les débats sur les orientations budgétaires du département ont pris place. Ils seront votés au début du mois d'avril. Et les stations de ski complètement laissées à l'abandon, c'est le sujet du reportage du journaliste indépendant grenoblois Alexandre Muffon, notre invité. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 26 février. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un suspect arrêté dans l'affaire du meurtre de Sidi Lassine, tué d'un coup de cutter à la gorge ce lundi 22 février à Tesser à Grenoble. Une femme de 57 ans diagnostiquée schizophrène et suivie psychiatriquement a été placée ce jeudi en garde à vue. Elle a reconnu devant son avocat avoir égorgé Sidi Lassine car des voix lui demandaient de le faire. D'autres éléments viennent confirmer ces déclarations. Une expertise sera effectuée pour déterminer de sa responsabilité pénale. Le skieur de randonnée décédé dans les Hautes-Alpes est Fabien Haribert, le gérant du restaurant La Croix au sommet de Champs-Rousses et l'ancien directeur du Grand Hôtel du Riage. Ce jeudi, un skieur de randonnée avait été retrouvé mort après avoir chuté d'une dizaine de mètres sur la commune de Le Dévolu dans les Hautes-Alpes. Il s'agit bien de Fabien Haribert, directeur de l'établissement La Croix à Champs-Rousses. Des tests salivaires dans les écoles. Face au risque de recrudescence de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a déployé dans les écoles un nouvel outil de dépistage. Les élèves de la zone A, dont Grenoble fait partie, sont les premiers à expérimenter ce nouveau dispositif. Explication. L'école Gabriel Péri de Saint-Martin-d'Air fait partie des 17 établissements pilotes de l'Académie de Grenoble. Les élèves peuvent désormais se faire dépister grâce à des tests salivaires, une nouvelle technique de test beaucoup moins contraignante et invasive qu'un test nasal. C'est indolore, donc dans la seringue il n'y a pas d'aiguille, c'est une seringue qui est vide. Il y a aucune. Ce qui est difficile pour l'enfant, c'est de garder sa bouche ouverte un moment et de ne pas avaler sa salive. C'est un réflexe que l'on a et que l'enfant perd à ce moment-là. Depuis le mois de mars, l'école a déjà recensé plusieurs cas de Covid. Il était donc important de mettre en place ces dépistages, des dépistages qui ont été expliqués aux plus petits en amont. Oui, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Les enfants, on leur a fait une petite démonstration hier. Les petites maternelles, les maîtres et les maîtresses ont fait une démonstration du prélèvement devant les enfants. Donc ils ont vu que ça fait pas mal. Ils ont vu que des fois, même pour les adultes, c'est un petit peu compliqué de produire la salive nécessaire. Ils sont plutôt contents, ça les amuse, c'est un défi et ça fait pas mal du tout. Donc non, ça se passe très bien, ils sont très contents. Ces tests salivaires sont fiables à 85% contre 92% pour les tests nasopharyngés, un test qui se passe sans encombre pour les enfants. Ça faisait très bien, ça faisait pas mal. Ça fait bizarre, mais ça fait pas mal. Déjà, ça va me permettre de savoir si je suis positif ou pas. Et c'est pour aussi mes camarades que je le fais. Cette technique de dépistage est une bonne nouvelle pour certains des parents d'élèves peu friands des tests nasopharyngés pour les plus petits. Le test PCR est quand même assez invasif quand on le passe dans le nez. Moi, je suis un peu douillé, donc voilà. Je préfère éviter ça aux enfants. Je suis d'accord, il l'a déjà fait hier du coup pour en pré-test. Et du coup, moi je trouve ça super, comme ça au moins ça permet de voir un peu si vraiment ils sont asymptomatiques et porteurs, donc c'est pas plus mal je trouve. Le test salivaire est facultatif et se fait sur la base du volontariat. Il est également ouvert au personnel scolaire, enseignants et ATSEM. Dès la première journée de dépistage, 50% des élèves de l'école Gabriel Péri ont été testés. Les détours de Babel n'auront pas lieu au printemps de cette année. La 11e édition est reportée du 5 septembre au 8 octobre, date à laquelle les organisateurs du festival espèrent pouvoir organiser brunchs musicaux, concerts, salons de musique et autres projets culturels. En attendant, les rendez-vous numériques sont prévus du 17 mars au 10 avril. Et si vous aussi, vous pouviez mesurer la qualité de l'air autour de vous? C'est ce que vous propose Atmo Auvergne-Rhône-Alpes avec sa Captothèque. Elle prête aux citoyens des microcapteurs de mesure de la qualité de l'air. Ils pourront ainsi récolter librement des données pendant 15 jours qui seront visibles sur la plateforme. Pour s'inscrire, rendez-vous sur captothèque.fr.
Elle a été classée musée de France il y a un an. La demeure familiale des Champollion sera bientôt le 11e musée du département. Après 5 ans de travaux, il est presque entièrement rénové et Laurie Bayet a pu le visiter. Située au pied du Vercors, au cœur de la commune de Vif, la demeure familiale des Champollion est actuellement en pleine rénovation. Ce musée en devenir sera consacré aux 2 frères, à la naissance de l'égyptologie et à l'historiographie de cette discipline. Un chantier complexe de 1100 mètres carrés qui mêle patrimoine et modernité. On est en train de livrer aujourd'hui les communs et la ferme, donc les espaces d'exposition temporaire, l'accueil et les bureaux. Et on enchaînera sur la maison qui accueillera l'exposition permanente. C'est une rénovation patrimoniale, donc c'est un bâtiment qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et donc, comme toute rénovation patrimoniale, c'est déjà de travailler avec les savoir-faire ancestraux, avec des artisans qui ont des compétences très, très particulières. Puis en plus, on est en train de faire un musée. Donc le musée est un ouvrage très complexe qui va être labellisé Musée de France. Donc énormément de techniques pour présenter les œuvres et les mettre dans des conditions de conservation optimum. Acquis en 2001 auprès des descendants de Jacques-Joseph Champollion, le domaine appartient désormais au département de l'Isère. Et malgré les retards pris par la crise sanitaire, ce 11e musée départemental ouvrira ses portes d'ici à quelques mois. Ce qui a retenu mon attention, c'est que c'est un lieu qui a été un lieu de vie, où on pourrait presque imaginer les frères Champollion dans les différentes pièces. C'est de découvrir aussi des fresques que les frères Champollion n'avaient pas vues parce qu'elles étaient recouvertes par du papier peint ou par des boiseries. C'est un vrai moment d'émotion quand on redécouvre ces lieux qui ont été des maisons de vie. Le chantier avance bien, même plutôt très bien. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité d'annoncer la date d'ouverture du musée qui aura lieu le 29 mai 2021. Cette rénovation globale du terrain, menée conjointement par 18 entreprises, comprend également la restitution du parc champêtre de 2 hectares et du jardin vivrier, dans l'esprit du 19e siècle. Budget de l'opération, 6 300 000 €. Les débats sur les orientations budgétaires du département débutent ce vendredi. Ils seront votés au début du mois d'avril. Parmi les préoccupations du département, le développement du plan Isère Médecins, déjà mis en place depuis 2017. Au niveau du département, sur nos 1200 médecins, nous en avons perdu 10% et la moitié ont plus de 50 ans. Donc il faut absolument anticiper le renouvellement de ces médecins pour éviter la création de déserts médicaux. Et la santé aujourd'hui, et nous le constatons de manière encore un peu plus prégnante, nous avons besoin de ces médecins sur l'ensemble du département. Sur le plan santé, qui se décline en plusieurs actions, une bourse aux internes en médecine de 56 000 €, une aide à l'installation de 10 000 € et une aide à la construction de maisons pluridisciplinaires de santé pour 100 000 € par projet. Ceci fait que nous avons à aujourd'hui 80 médecins qui sont opérationnels sur le département, entre les médecins généralistes que nous avons installés et les internes en médecine qui déjà effectuent leur stage. Nous aurons dans les années à venir encore 50 médecins qui s'installeront, ce qui fait qu'en quelques années, grâce à ce dispositif, nous aurons installé 130 médecins, ce qui représente un peu plus de 10% de la population médicale du département. Par ailleurs, le département va accompagner financièrement le développement des espaces tiers-lieux dédiés au télétravail. Il cartonne sur YouTube, pourtant il s'appelle ni McFly ni Carlito, mais Alexandre Muffon, bonjour. Bonjour Lina, bonjour à tous. Bon, vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour M6, mais récemment, c'est sur votre chaîne YouTube que vous avez publié votre reportage à la découverte de stations de ski abandonnées. Plus de 140 000 vues, c'est pas mal. Ouais, on s'approche des 150 000 ce soir en quasiment 2 semaines, donc ouais, c'était inespéré et ça fait forcément très plaisir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. C'est un reportage qui montre l'ampleur de la fermeture des stations de ski en France. Elles sont impressionnantes, les images de ces stations complètement laissées à l'abandon. Ah, c'est vrai que c'est très visuel, enfin, là on est quand même à la télé, on se rend compte en termes d'images, ces allures un peu lugubres, fantomatiques. C'est vrai que ça fait presque un petit pincement au cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté, il y a un peu un aspect nostalgique, mélancolique. Donc c'est vrai qu'on espère en tout cas que dans certaines stations, il y a des projets qui vont pouvoir repartir, parce que c'est vrai que c'est un petit peu triste. Pourquoi est-ce qu'elles ont été fermées, ces stations de ski ?
Alors il y a eu souvent des raisons économiques, hein. Il y a des stations qui n'étaient pas rentables et puis il y a un impact aussi forcément écologique. Il y a des toutes petites stations. Donc ce problème, ça concerne surtout des petits domaines skiables, hein, des tout petits domaines skiables, même si le phénomène a tendance à s'amplifier et à toucher d'autres stations un peu plus importantes, comme là le col de l'Arzelier. Et forcément, sur des stations qui sont situées entre 1000 et 1500 mètres d'altitude, on le voit ces dernières années et on le voit encore aujourd'hui où il fait quasiment 20 degrés à Grenoble, on ne peut pas avoir de l'enneigement qualitatif sur ces périodes-là dans la saison, donc on n'a pas beaucoup de neige ou très peu de neige, et donc c'est compliqué de durer de manière pérenne. Alors c'est un peu un cercle vicieux puisque ces stations de ski, elles ferment parfois pour des causes climatiques et leur fermeture cause aussi des dommages environnementaux. Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que voilà, ces pylônes de métal ou ces hydrocarbures qui restent dans la nature, ils peuvent polluer les sols, ils peuvent endommager les paysages, donc forcément il faut trouver une solution pour démanteler tout ça. Et donc, heureusement qu'il y a des associations comme Mountain Wilderness, que je mets en avant dans le reportage, qui peut, justement, grâce à des bénévoles, faire des chantiers. Il n'y en a que quelques-uns par an, hein, donc ils ne pourront jamais résoudre tous les problèmes. Donc, c'est pour ça qu'heureusement, la nouvelle loi montagne de 2016 permet peut-être d'améliorer la situation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a forcément encore des chantiers et des stations à l'abandon en station. On va voir justement un extrait du reportage avec Mountain Wilderness qui montre les dégâts environnementaux qui peuvent être dus à l'abandon des remontées mécaniques. Une remontée mécanique, il y a des moteurs quelque part. Des moteurs qui sont soit des moteurs thermiques, soit des moteurs électriques. Si c'est des moteurs thermiques, il y a des huiles, des carburants, des hydrocarbures. Dans les moteurs qui sont plus ou moins vidangés ou pas, il y a peut-être un cabanon avec des fûts d'huile ou de carburant. Et quand tout ça est abandonné, ça finira toujours par fuir à un moment donné. Et c'est donc des résidus qu'on va retrouver dans l'environnement. Il y a beaucoup de plastique autour des remontées mécaniques. N'importe quoi, on a tous en tête les petits panneaux qui sont accrochés sur les pylônes des remontées mécaniques pour nous dire que c'est bientôt l'arrivée. C'est du plastique. Et quand ça reste plusieurs décennies en pleine nature sans être entretenu et renouvelé, ça tombe en miettes. Les pylônes de remontée mécanique sont des tubes creux et un certain nombre d'animaux, d'oiseaux ou de petits mammifères peuvent y chercher refuge dans ces tubes, comme si c'était un arbre creux. Et le problème, c'est qu'à la différence d'un arbre creux, à l'intérieur, c'est du métal, c'est lisse. Et une fois que l'animal est tombé au fond, il n'a aucun moyen d'en sortir. Et heureusement, on en parlait juste avant, il y a des associations comme Mountain Wilderness qui s'occupent de démanteler ces stations. Comment elles s'y prennent ? C'est un chantier assez colossal et c'est pour ça qu'il n'y en a que quelques-uns par an parce que c'est forcément très lourd à organiser parce que quand les stations sont abandonnées, souvent leur gestion et le site revient en gestion à la commune. Donc il faut l'autorisation de la commune et puis souvent il y a des terrains aussi sur lesquels les remontées étaient installées. Il y a des terrains parfois qui appartenaient à des forêts, à des terrains privés aussi. Donc il faut l'autorisation de tous les propriétaires avant de s'atteler au chantier. Donc il faut gérer tout cet administratif avant et puis ensuite il faut aller sur place, donc il faut les bénévoles. Et il y a ensuite tout le travail de démantèlement, c'est-à-dire comme il le dit Nicolas Masson, le bénévole, faire du bûcheronnage, c'est-à-dire qu'il faut couper, il faut cisailler, il faut tout descendre et ensuite il faut évacuer toute cette ferraille de la station en contrebas et ensuite il y a des ferrailleurs qui viennent récupérer tout ça et les redescendre dans la vallée. Et c'est vrai que c'est des travaux qui sont très lourds. Pour qu'on se rende compte un petit peu, en termes de chiffres, ça représente quoi le nombre de stations qui ferment ? Les stations abandonnées, donc d'après les recensements de Pierre-Alexandre Métral, que j'interroge dans le reportage, qui a fait une thèse à ce sujet, qui est doctorant en géographie à l'université Grenoble-Alpes, il y a 170 stations qui ont déjà été fermées jusqu'à présent. Essentiellement des petits domaines skiables forcément, mais mis bout à bout, ça représente déjà 30% de l'ensemble des stations qu'on a eues sur le territoire français. Et il n'y a surtout aucun massif montagneux qui est épargné. Donc les Alpes forcément où on se trouve, mais aussi les Vosges, pourquoi pas, les Pyrénées. Donc vraiment, c'est un phénomène qui peut toucher tout le monde. Comment elle vous est venue, vous, cette idée de traiter ce sujet-là ? Et en fait, l'année dernière, à peu près à la même époque, il y a le sujet de la thèse de Pierre-Alexandre qui a été un petit peu médiatisé. Il y a beaucoup de médias qui s'en sont emparés, qui ont fait des reportages. Moi, j'avais donc à ce moment-là envie de le faire. Je n'ai pas eu le temps ni l'opportunité de le tourner. Et donc, j'ai pris mon mal en patience et je l'ai décalé d'un an. Surtout qu'entre-temps, j'ai pu me doter de différents boîtiers, de choses pour faire des images très sympas et qui permettent une belle mise en avant de ces stations avec des paysages à couper le souffle. Donc, c'est pas plus mal d'avoir attendu pour avoir un rendu pareil. Le reportage dure à peu près 13 minutes, c'est ça ? Ouais, ça fait une douzaine de minutes pour avoir... J'avais envie de raconter cette histoire et ça me semblait la durée suffisante pour boucler la boucle. Et ça prend... on ne se rend pas forcément compte du travail pour nos téléspectateurs. Comment on s'y prend pour réaliser un reportage comme celui-ci ? Donc ça fait un an qu'elle met dans le coin de la tête. Après, il faut commencer à l'écrire. Il faut repérer aussi dans quel endroit on a envie d'aller. L'interview avec Pierre-Alexandre, elle a été tournée en octobre. Ensuite, on a eu confinement, couvre-feu, donc ça a été tout décalé. L'interview avec Nicolas Masson, elle a été reportée aussi à cause de toutes ces contraintes sanitaires. Et j'ai pu aller dernièrement en station quand il y avait un petit peu de neige. Donc encore des tournages en janvier, février.
Donc il y a eu entre 3 et 5 tournages, plus le temps de montage, le temps d'écriture, et puis pour une mise en ligne après. Mais voilà, c'est de l'investissement personnel en parallèle de mon activité professionnelle. Mais quand on voit les statistiques après, ça fait forcément plaisir. Et les commentaires? Et les commentaires, surtout, ouais, beaucoup de personnes qui félicitent déjà le travail de toutes les personnes qui ont été interrogées dans le reportage et qui félicitent le sérieux et le professionnalisme du reportage. Donc, sachant que c'est un travail que je fais à côté de mon activité, c'est forcément aussi un peu gratifiant pour moi. Alors, les remontées mécaniques et le ski de piste, on l'a vu, c'est un véritable fléau pour la nature en montagne. Cette saison, elles étaient fermées au grand public, puisque les bambins, par exemple, pouvaient skier. On a pu s'en passer. Est-ce que l'avenir de la montagne ne se trouverait pas dans d'autres activités ? L'avenir de la montagne, il se trouve dans d'autres activités. En plus du ski, on peut continuer à garder le ski. Par contre, on ne peut pas garder que le ski. Parce que, alors certes, c'est le ski qui rapporte le plus d'argent. Par contre, on l'a vu, on le voit cette année, il faut faire autre chose. Et surtout, il n'y aura pas toujours des mètres et des mètres de neige pour pouvoir skier. Donc de la randonnée, de la raquette, du ski de fond, de la luge. Mais c'est sûr qu'il faut forcément se diversifier. Parce que non seulement on a ce problème éventuellement d'enneigement, et puis on l'a vu aussi ces dernières années, et des gens qui viennent commenter le reportage l'ont dit, il y a un problème aussi de pouvoir d'achat. En fait, les gens ne vont plus à la montagne parce que ça coûte trop cher. Donc il faut aussi trouver des solutions pour réattirer des gens à la montagne avec des prix attractifs et d'autres loisirs qui peuvent plaire à tout le monde, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire en station, en plein air, avec le bon air de la montagne, il y a vraiment plein de choses à faire et on ne peut pas s'en passer. Bon, on finira sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Alexandre Buffon. Merci à tous. Alors, c'est la fin de ce journal. Alors, non, pardon, avant ça, ce dimanche, rendez-vous à 21h pour les séances Ciné-Montagne. Pour cette soirée libre comme l'air, Télé Grenoble diffusera 4 films de haut vol. La traversée de l'Aconcagua, réalisée par Antoine Girard, ouvrira la soirée. Et cette fois-ci, c'est bien la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end.